All rise, veuillez vous lever. The International Criminal Court is now in session. La danse à la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Juge président, bonjour à tous. Madame la greffière, si vous voulez bien appeler l'affaire, s'il vous plaît. Greffière d'audience, bonjour monsieur le président, madame, messieurs les juges. Situation en République centrafricaine 2. En l'affaire Le Procureur contre Alfred Ramboye-Katom et Patrice Edouard Nguessona. Référence de l'affaire ICC 01 14 01 18 et nous sommes en audience publique. Président, merci. Les compositions des parties, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas comme hier exactement, si monsieur Van der Puy. Monsieur Van der Puy, c'est exact, monsieur le président. Bonjour à tous. Bonjour messieurs les juges, madame les juges. Aujourd'hui, Thomas Hoyer, Lorenzo Canonico, Assim Mosfa, Pierre Bielbenoit-Avic, madame Berbenikova, Lucio Garcia, Olivier Streven et moi-même. Rebonjour. Président, merci beaucoup, monsieur Van der Puy. Madame Robé-Sandatana pour les victimes. Bonjour Monsieur le Président, bonjour Madame et Messieurs de la Chambre, bonjour tout le monde. Nous sommes dans la même composition qu'hier, Madame Paulina Messida et moi-même, Elisabeth Rabé-Sandra Tana. Président. Rabé-Sandra Tana, c'est pas si facile à prononcer. Il va falloir éteindre votre micro, monsieur l'interprète, merci. C'est pas non facile, effectivement. Et puis, hein, on a eu du temps quand même pour répéter, ça oui. Les représentants des anciens enfants soldats. Bonjour, monsieur le président, madame, messieurs les juges, bonjour à tous dans la salle d'audience. Anne Pawlowski pour les anciens enfants soldats aujourd'hui. Merci, la défense. D'abord la défense de monsieur Katom, maître Dimitri. Good morning, Mr. Maître Dimitri, bonjour. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, bonjour à tous. Monsieur Yekatom est présent dans le prétoire, représenté aujourd'hui par Madame Sarah Bafadel, Anta Guissé, Sabrine Bessat, Guillaume Suzuki et moi-même, Mylène Dimitri. Président, merci. Maître Knops. Bonjour, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, bonjour à tous. Même composition qu'hier, Monsieur le Président, merci. Président, merci. Ça nous épargne un petit peu de temps, pour être tout à fait honnête. Bonjour, Monsieur Nguessona. Vous avez encore la parole pour votre déclaration non assermentée. Vous pouvez poursuivre. Merci, Monsieur le Président. Madame, Messieurs les juges, je vais continuer ma déclaration là où on s'est arrêté hier, Monsieur le Président. Une fois à Bangui, je voulais parler de Madame Sama Panza. Elle nous a demandé de venir avec elle au palais pour un cocktail organisé dans la salle de banquet de la présidence, où nous nous sommes retrouvés avec plusieurs personnalités et d'autres membres de sa famille, venus très nombreux. Pendant cette festivité, une personne de la présidence est venue me remettre une enveloppe contenant une somme de 1 million de francs CFA. J'ai pris l'argent sans pour autant poser des questions, parce que je sais, ça vient de la présidente. Si c'est son câble qui me l'a donné, Monsieur Mabingi, je n'ai pas vu s'il y a aussi d'autres personnes comme Dafan, Sayo et d'autres qui étaient avec nous dans l'avion. Cet argent a été utilisé afin d'implémenter les accords de Brazzaville. Pour faire le travail sur le terrain de sensibilisation, conformément à ce qui a été dit dans l'accord. Après les accords signés à Brazzaville, j'ai pris la décision d'envoyer les leaders des résistants anti-Balaka aux réunions qui touchent à leurs revendications, parce qu'ils sont bien placés pour dire ce qu'ils veulent exactement pour leurs éléments sur le terrain.
Pour moi, Monsieur le Président, j'ai seulement accepté d'être dans le comité de suivi de l'accord. Notre mission en tant que comité de suivi, c'était de suivre l'application effective des accords de Brazzaville par toutes les différentes parties, de concert avec le gouvernement et la communauté internationale. On assurait que les accords étaient respectés. On devait veiller à ce que chaque camp respecte le terme de l'accord et on devait faire le suivi sur le terrain. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, distingués membres de la Cour, la présidente devait faire composer un nouveau gouvernement issu du Forum de Brazzaville. Quelques semaines plus tard, la présidente commençait la consultation des différentes entités de forces vives de la nation pour désigner le nouveau Premier ministre. J'ai appuyé la candidature de Mahamat Kamoun et j'ai communiqué cet appui à la présidente, Mme Catherine Sama-Panza. Le président du Conseil national de transition, qui appuyait la candidature de Karim Mekassoua, était mécontent de la nomination de Kamoun. Il s'est mis d'accord avec Wenezui Sébastien pour aller voir le médiateur de la crise centrafricaine, le président Denis Sassou Nguesso, pour faire annuler le décret. C'est comme ça que j'ai eu l'idée d'appeler le directeur général de renseignement congolais pour l'informer que les résistants anti-Balaka ont proposé le nom de Mahamat Kamoun à la présidente et que je ne reconnais pas le déplacement de Wenezui Sébastien aux côtés du président du CNT. Ce message qui a compliqué les choses à leur arrivée à Brazzaville. Aussitôt, les résistants anti-Balaka ont demandé de sanctionner Wenezui Sébastien parce que son comportement pouvait causer à des interprétations et de confusion comme quoi les résistants anti-Balaka s'opposent à la nomination d'un musulman comme Premier ministre et que les résistants anti-Balaka n'aiment pas les musulmans. C'est pour cela que Wenezui Sébastien, qui n'a pas fait part de son déplacement à la coordination, a été suspendu par tous les leaders des résistants anti-Balaka. La mise en place ou la mise en œuvre de l'accord de Brazzaville. En ce moment-là, nous pensions que la présidente Catherine Sama-Panza allait respecter les termes des accords négociés pendant les ateliers du forum à Brazzaville. Nous avons ensuite compris que la présidente écoutait d'autres sons de cloche et ne comptait pas respecter les différentes négociations de Brazzaville. Comme dans l'accord, il est dit, à notre retour, le gouvernement centrafricain et la communauté internationale financent les signataires de l'accord pour faire de la sensibilisation là où se trouvent leurs éléments, pour que chaque groupe amène ses éléments au respect du terme de l'accord. Rien n'a été fait dans ce sens. Même la composition du gouvernement, la présidente nomme plus de Séléka que les résistants anti-Balaka. Elle n'a pas fait l'ouverture au niveau du Conseil national de transition pour inclure les représentants des résistants anti-Balaka.
Le gouvernement de la transition était composé de la plupart des alliés de Séléka. Il y a eu beaucoup de manipulations des médias et de certaines personnalités de la communauté internationale aux dépens des résistants anti-Balaka. La présidente a favorisé les Séléka en les cantonnant, en les nourrissant, sans un seul geste auprès des mouvements de la résistance. Aux honneurs, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, tout ce que nous avons négocié à Brazzaville était mis de côté. J'ai pris le temps de tenir une réunion avec les leaders des résistants anti-Balaka pour réfléchir sur ce qu'on peut faire, comme ni le gouvernement, ni la communauté internationale nous fait signe pour procéder à la sensibilisation des éléments des résistants anti-Balaka. Nous avons décidé d'écrire au gouvernement et à la communauté internationale avec un budget détaillé pour nous permettre de mener des actions sur le terrain. Mais toutes nos demandes sont restées lettres mortes jusqu'à la fin. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, les actions menées sur le terrain pour la paix. J'ai pris sur moi, Monsieur le Président, l'initiative de sortir mon argent pour envoyer les leaders des résistants anti-Balaka pour aller sur le terrain et faire la sensibilisation auprès de leurs éléments. Moi-même, je suis allé sur la route de Mbaïki. Ensemble, nous avons sensibilisé PK9, Sekia et Kapou. Nous sommes entretenus avec la Sangaris après pont PK9 pour leur expliquer la nécessité de la sensibilisation et la mise en œuvre de l'accord de Brazzaville. J'ai envoyé d'autres leaders sur la route de Bouali et sur la route de Damara. Ceux que j'avais envoyés pour le travail de la sensibilisation ont eu des problèmes avec les forces sangaris qui ont opposé la réticence jusqu'à les arrêter. Et je ne comprends pas pourquoi nous voulions appliquer l'accord que nous avons signé. Je ne comprends pas pourquoi ils font obstacle au travail qui a pour but l'application de l'accord de paix. Je me rappelle que c'était au mois de septembre 2014. La présidente était au siège des Nations Unies à New York. J'ai cherché à entrer en contact avec elle pour qu'en son retour, elle puisse trouver une solution pour apaiser la tension qui régnait après l'arrestation des leaders injustement arrêtés. Mais elle ne m'a pas décroché. J'ai essayé d'appeler le président du Conseil national de transition, Alexandre Ferdinand Guindé. Lui aussi, il ne me décroche pas. Même le Premier ministre que nous avons appuyé ne me répond pas. Je me posais la question intérieurement. Qu'est-ce qui se passe? Les forces internationales ne veulent pas nous écouter, y compris les autorités du pays. Donc, il y a un problème. Comment peut-on s'opposer à une démarche pour le retour de la paix, alors que la mission de Mme Sama Panza était principalement la paix et la réconciliation, la cohésion sociale et la réconciliation entre les filles et les fils du pays? Curieusement, toutes ces entités manœuvrent contre le travail que nous initions pour le retour de la paix. Alors pourquoi sont-ils là?
la question que je me pose. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, distingués membres de la Cour, dans mes démarches vis-à-vis du gouvernement et de la communauté internationale, j'ai à plusieurs reprises collaboré avec le représentant du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine, Son Excellence, M. Parfait Onyanga Anyanga, qui est aujourd'hui le représentant de l'ONU auprès de l'Organisation de l'Union africaine à Addis Abeba, en Éthiopie. Avec lui, nous avons beaucoup travaillé ensemble. Nous avons passé en revue ce que nous pouvons faire ensemble pour que la paix revienne rapidement dans le pays. Je lui ai fait la proposition. Je lui ai demandé s'il peut tout faire pour me mettre en contact avec les leaders de Selika qui sont dans l'arrière-pays. Parce que ce n'est pas possible que le sang des Centrafricains continue de couler. Il m'a demandé si j'accepterais qu'il me mette en contact avec Noureddine Adam. Et je lui ai répondu oui, que je pouvais le persuader à regarder dans le bon sens s'il aime vraiment son pays. Je suis prêt, Excellence, mais ce projet n'a pas vu le jour. Vos honneurs, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, vers novembre 2014, après son retour de New York, la présidente m'a invité à discuter. Au téléphone, elle m'a dit en sango, Itatimbi, tene akega, mais akelekere. Autrement dit en français, il y a toujours des problèmes qui arrivent, mais on peut s'attendre et arranger. Elle m'a invité dans sa maison en Garagba, non loin de la maison d'arrêt. Une fois passées les formalités et les contrôles à l'entrée, on me conduit au salon, là où j'ai vu venir du Sébastien et Gerville Samedi. Sont déjà là. Elle a pris la parole pour m'expliquer qu'elle a finalement compris que c'était les Français qui ont monté les choses de toutes pièces pour lui faire des problèmes. C'est là qu'elle va me faire une révélation étonnante. Je cite, que parce que il voulait qu'elle annule le contrat de recherche pétrolière que Bozézé avait signé aux Chinois, qu'ils ont voulu la faire tomber et qu'elle leur avait dit qu'elle n'avait pas la capacité de prendre de telles décisions parce qu'elle gère seulement la transition et que celui qui sera issu des élections aura tout le pouvoir qui lui sera conféré par la Constitution, pouvait le faire. Et ça, l'ambassadeur Malinas était très furieux contre elle. On était stupéfait de ceci de la présidente, qu'elle nous délivre des informations diplomatiques de très haut niveau, comme ça. Elle revient sur les événements pour me dire, Ngaïsona, c'était fini pour moi. Ce sont les Américains qui m'ont maintenu. Les Français veulent se débarrasser de moi. Je remercie les Américains qui m'ont maintenu. Elle m'a dit à 3 reprises, j'ai compris que l'événement l'avait beaucoup touché. Ce jour-là,
l'ambiance est revenue entre nous et que chaque fois, elle m'envoie son conseiller politique ou elle m'appelle s'il y a un problème. Peu de temps après, c'est le Premier ministre Mahamat Kamoun qui me fait appeler dans sa villa de fonction située à l'intersection entre la perception du trésor public et la BEAC pour me demander l'appui des résistants anti-Balaka pour la sécurisation du pays. Il m'explique que c'est le vœu de la présidente qui voulait que les résistants anti-Balaka les aident à sécuriser Bangui parce que les Séléka menaçaient d'envahir une fois de plus. Je lui ai expliqué qu'à mon niveau, je n'y peux rien. S'il veut, je lui ferai venir les leaders. Il a accepté. Et j'ai appelé Gré Mangou Charles, Yvan Konaté. Le Premier ministre nous a reçus. Gré Mangou et Konaté ont expliqué qu'ils avaient besoin d'un véhicule pour suivre leur élément de peur qui s'en déborde et un peu de moyens financiers pour le café. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, le Premier ministre Mahamat Kamoun leur avait donné 5 millions de francs CFA. Et le lendemain, je n'étais pas. Le Premier ministre leur a donné de l'argent pour acheter une pick-up d'occasion. Et c'est ce que les résistants ont fait pour aider le gouvernement de Catherine Samapanza que dirige Mahamat Kamoun. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, je m'en vais maintenant vous expliquer l'idée qui m'a animé pour la création de mon parti PCUD. Il faut rappeler qu'après le retour de Brazzaville, j'ai à l'idée de créer mon parti politique où je menais des démarches pour son aboutissement. Le 29 novembre 2014, j'ai organisé une assemblée générale constitutive pour son adoption officielle dans la salle de la réunion du complexe 20 000 places à Bangui. L'Assemblée a validé le nom du parti PCUD qui dit Parti centrafricain pour l'unité et le développement. Et aussi l'adoption des textes qui régiront le parti et envoyés au ministère de l'administration du territoire pour un agrément afin que le parti mène ses activités légalement. J'ai créé le parti PCUD car j'ai une vision pour mon pays, Monsieur le Président. Je veux œuvrer pour le développement de mon pays, pour mettre fin aux crises à répétition, pour éradiquer le népotisme en haut niveau d'État et le clientélisme pour le bien de la population centrafricaine. La devise du parti est l'unité, amour et travail. Quand je parle de l'unité, je veux dire que les Centrafricains est un peuple uni et indivisible. Un pays doit être laïque et la discrimination doit être éradiquée. J'ai mobilisé les Centrafricains de toutes confessions confondues. La RCA n'est pas destinée seulement aux chrétiens et aux musulmans. Il y a des animistes et les non-croyants, etc., Monsieur le Président. J'ai une vision pour responsabiliser les Centrafricains
de moraliser la vie publique et aussi rapatrier les Centrafricains exilés qui ont une expertise afin de faire avancer le pays avec une diplomatie agissante et gagnante. Le pilier du développement, c'est l'éducation, l'agriculture, la santé. Voici certains des principes et une partie de la vision que j'avais pour mon pays et mon parti, le PCUD. J'ai réussi à faire de cette vision au niveau de la Fédération centrafricaine de football, qui réunissait tous les membres provenant de toutes les régions et des différentes religions. C'est un modèle de diversité qu'on doit inculquer à tous les Centrafricains. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, je souhaite maintenant vous diffuser une audio en date du 1er juillet 2014 qui est déjà en preuve, qui illustre bien ma vision concernant le rôle du football dans le processus de la paix et la réconciliation. Si votre honneur accepte, il s'agit de CAR OTP 20 42 09 16 et de transcrit c'est CAR OTP 20 88 06 49 à partir de la ligne 244. Président, aucun problème. Quand nous serons prêts, nous pouvons diffuser. Merci. Est-ce que nous disposons d'interprétation également? Messieurs les interprètes, êtes-vous prêts à traduire? Très bien. Parfait. Alors on peut y aller. There seems to be a small technical problem. Président, il semble qu'il y ait un petit problème technique. Les joueurs sont le que c'est what la manager parler lugna linjoni tene. Can we please start it? Président, est-ce qu'on peut recommencer dès le début, s'il vous plaît, pour qu'on puisse suivre dans son intégralité le document, mais apparemment ça marche maintenant. Merci de penser la sauté d'Embona Duni à Mobimba à Kembeni chaque vecteur. Je vous remercie. Je sais bien que de nos jours, les compétitions sportives sont un vecteur de paix. C'est aussi un moyen pour le retour de la paix dans un pays. Bien que notre pays ait été secoué, nous allons y aller. Du fait que la hargne n'est plus là, un joueur ne pourrait pas se concentrer sur son jeu, sachant que les membres de sa famille sont dans la souffrance. Il ne faut pas avoir la hargne ou le moral de fer, comme on dit. Pour remporter un match, nous ne pourrons pas avoir la même capacité qui nous a permis de gagner contre les Pharaons ou encore les Fennecs d'Algérie et d'arriver en 8e de finale. Nous, Centrafricains, nous avons du talent. Il nous manque seulement ce petit déclencheur pour nous. Mais Dieu me donnera la force ainsi qu'à la fédération et parlant aux joueurs pour que les prochains jours soient meilleurs en compétition sportive. La présidente Catherine Samba-Panza est en train de chercher les voies et moyens pour relancer le football de notre pays. Pour finir, j'aimerais dire aux Centrafricains de prendre l'exemple sur ce qui s'est passé durant la Coupe du monde de football. Cet événement a tissé un lien fort de paix.
Ce n'était pas quelques communiqués qui avaient participé, une communauté qui avait participé à la compétition. C'était le monde entier. Il y avait un tel brassage. Et cet exemple de brassage du monde doit nous servir de grandes leçons. Ici, chez nous, pour nous permettre de tourner la page d'une certaine histoire. Je demande une fois de plus aux Anti-Balaka d'aimer leurs frères qui sont en ce moment en période de Ramadan. C'est un moment sacré. Ne le gâchez pas. Ne le perturbons pas. Respectez cette consigne comme vous le faites déjà pour d'autres consignes que je vous donne ces derniers temps et qui marchent bien. Continuons ainsi jusqu'à ce que la paix revienne définitivement dans notre pays, la République centrafricaine. Le juge président, je vous remercie. Les interprètes ont terminé. Vous pouvez reprendre, Monsieur Ngaïsona. Merci, Monsieur le Président. Mes actions pendant la période où je suis rentré dans mon pays. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, distingués membres de la Cour, je vais vous parler du forum de Bangui. Une autre situation que j'ai faite pour sauver le gouvernement de Catherine Samba-Panza est pendant le dialogue de Bangui en 2015. Ce dialogue fait suite à celui de Brazzaville. Ici encore, les autres participants du dialogue voulaient que le gouvernement soit démis. J'ai pris la parole pour m'opposer à ça. Dans le groupe thématique gouvernance, cette aide que je fais tout le long de la crise centrafricaine jusqu'aux élections ont conduit au retour à l'ordre constitutionnel en République centrafricaine. J'ai appuyé le programme de gouvernement d'aller à la consultation à la base pour lui permettre d'avoir des thématiques à proposer pour le dialogue national de Bangui en 2015. J'ai appuyé le projet du gouvernement d'aller voir chaque localité afin de recueillir leur point de vue en préparation du forum de Bangui. Ensuite, je suis allé voter le référendum pour l'adoption de la nouvelle constitution de la République centrafricaine avant les élections 2015-2016. À l'approche des élections, moi aussi j'ai postulé aux élections présidentielles et législatives. J'ai déposé mes candidatures. Les dossiers ont été retenus par l'autorité nationale des élections, où j'ai satisfait l'exigence demandée. Malheureusement pour moi, une fois que le dossier de la présidentielle est arrivé à la Cour constitutionnelle, cette Cour trouve un moyen peu recommandable pour m'écarter des élections. Avec des raisons très ridicules, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, que M. Ngaïsona avait concédé une dette auprès de la Banque de la Place. Fin de citation. J'ai trouvé ces raisons absurdes, parce que ce n'est pas moi, en tant que personne physique, qui avait fait de prêt auprès de la banque. C'est l'entreprise familiale qui avait fait de prêt. Et donc, c'était un contentieux entre la banque et l'entreprise Ngaïsona, parce que c'était un moment de crise, je n'arrivais pas à respecter les échéances. Au même moment, l'ANE valide ma candidature pour les élections législatives de Nana Bakassa. Le gouvernement de Mme Sama Panza va demander de retirer mon dossier et d'annuler ma candidature.
Le problème se trouve quand les juges du tribunal administratif s'apprêtaient à rendre le jugement. Quand ils se sont retirés pour délibérer, ils étaient surpris de l'entrée fracassante du président du Conseil d'État, Egide Gougia, qui va livrer le message de la présidence en disant que la présidente vous ordonne l'annulation pure et simple de la candidature législative de M. Ngaïsona. Fin de citation. Certains juges énervés immédiatement quittent la salle de la délibération. Le magistrat tel que Alexandre Dédé et commençait à crier. Tous les gens qui étaient là pour attendre la délibération ont tous écouté. Aussi mon avocat et mes représentants sont tous là présents, monsieur le juge, qui ont suivi de bout en bout les opérations. Les magistrats étaient surpris de voir quelqu'un s'introduire sur eux. La présidente de la Cour, Mme Nadina Pingama, n'était pas de bonne humeur quand elle a rendu la décision parce qu'on lui avait intimé l'ordre de piétiner le droit. Pendant cette période, mes partisans ont manifesté. Mais j'ai fait un appel au calme et à ne pas tomber dans le piège des autorités qui veulent créer la crise pour prolonger leur transition. C'est pour ça que j'ai multiplié des communiqués radio afin de décourager les manifestants. Pendant les élections 2015-2016 et après l'invalidation de ma candidature à toutes les élections présidentielles et législatives, j'ai opté pour soutenir la candidature de M. Touadéra à l'époque. Après une réunion très discutée avec mon staff, nous avons unanimement porté notre choix sur la candidature de Touadéra. Pourquoi j'ai fait ce choix? J'ai pris cette décision parce que pendant ce temps-là, Bozizé avait fait une déclaration pour demander à son parti KNK de soutenir la candidature de M. Dolégué Anissé. Georges, je ne partageais pas la même vision que le parti KNK en ce moment-là. Touadéra m'avait demandé de l'aider et d'appuyer sa candidature. Il m'a invité à le voir et donc je suis allé chez lui avec Mokwem Jacob Bionli. Il nous attendait et donc, dès notre arrivée, il me dit « Mon frère, je voulais te voir pour te demander de m'aider dans ma campagne de deuxième tour parce que je n'ai pas les moyens. Et une fois les élections gagnées, nous allons travailler ensemble. » Fin de citation. Je lui ai dit que je suis d'accord et que le lendemain, je vais lui envoyer mon équipe de campagne que j'ai préparée. Et c'est ce que j'ai fait le lendemain, Monsieur le Président. À sa demande, j'ai accepté de faire une déclaration publique à la radio centrafricaine Ndekeluka au soutien de sa campagne. J'ai vraiment aidé Touadéra à gagner les élections présidentielles, Monsieur le Président, parce qu'il n'avait pas les moyens. J'ai beaucoup dépensé pour appuyer sa campagne, incluant l'achat de supports de campagne, tels que les t-shirts, les écharpes, des casquettes, des parapluies, des banderoles, des effigies, entre autres. Ce support de campagne lui ont permis d'aller faire une bonne campagne
Quand l'autre candidat avait fait venir le musicien congolais pour sa campagne, moi j'ai regroupé tous les musiciens centrafricains que j'ai mis à leur disposition un gros véhicule avec plateau pour prendre contre-pied du musicien congolais. Ça a joué beaucoup pendant les élections, Monsieur le Président. Entre autres, au premier tour des élections dans l'Ouam, Dolégué avait fait un score fort et Touadéra n'avait rien. J'ai aussi loué des véhicules pick-up pour mettre sous Sarandi, qui est aujourd'hui président de l'Assemblée. Était directeur de campagne à l'époque de Touadéra et actuel président de l'Assemblée nationale, qui venait dans mon bureau à la Fédération centrafricaine de football pour solliciter de l'argent pour l'achat de son carburant. Voilà combien j'ai sacrifié ma famille pour aider Touadéra à gagner les élections 2015-2016. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, certaines considérations concernant mon arrestation en 2018. Je suis très conscient que je ne suis pas ici pour faire la politique. Il y a seulement quelques faits que je souhaite porter à votre attention, qui démontrent que certains membres du pouvoir en place souhaitaient m'écarter de l'arène politique. Je vous présente ces faits pour votre considération. Ça sera bien sûr à vous d'interpréter ces faits, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges. Pour moi, ces faits permettent d'expliquer pourquoi certaines personnes sont venues témoigner contre moi dans ce procès. Premièrement, Monsieur le Président, il s'agit des élections de 2020. Pour certains membres du régime Touadéra, il fallait absolument trouver un moyen de m'écarter. Il n'y avait aucun doute sur ma popularité au sein de la population tout entière, en majeure partie en raison du football que je fais ici et qui a fait beaucoup plaisir à la population centrafricaine. Ce que j'ai fait pour amener la paix au moment de la crise dans le pays et ma générosité auprès de tous les Centrafricains de toutes confessions confondues. Voilà cette popularité qui a fait peur à Mme Catherine Samapanza, qui a utilisé tous les moyens illégaux pour invalider ma candidature aux élections présidentielles et législatives dont j'ai parlé plus tôt. Deuxième, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, c'était la création de mon parti, PCUD. A été reçu comme une menace de la part de certains politiciens. Le président Touadéra souhaitait que je fasse partie de militants de son parti MCU, qui était un projet. J'ai répondu que j'ai créé mon parti politique depuis 2014 et le dossier suit son cours et donc je ne peux aller dans d'autres partis. Mais que je serai toujours son allié pour travailler avec lui. Et en novembre 2017, quand l'agrément du PCUD a été signé et que j'ai organisé les membres de mon parti pour défiler à la fête nationale du 1er décembre 2017, ça a créé de colère parmi les hauts dirigeants du MCU. Le président Touadéra a influencé le ministre Jean-Serge Bokassa
en lui demandant de refuser de signer mon dossier d'agrément du parti PCUD. Ce que le ministre a refusé de faire, car il n'y avait aucune raison légale de le rejeter. C'est le ministre Bokassa lui-même qui va m'expliquer cela dans mon bureau à la Fédération de football. C'est une des raisons qui a énervé Touadéra et l'a poussé à enlever Jean-Serge Bokassa de son gouvernement. Troisième raison, il y a la position ferme que j'ai prise contre la destitution du président de l'Assemblée. À l'époque, très honorable Karim Mekassoua. J'ai été approché par le vice-président de l'Assemblée, à l'époque, M. Symphorien Mapenzi, pour un accord politique avec mes députés pour la destitution du président de l'Assemblée, très honorable Karim Mekassoua. Immédiatement, je lui ai présenté mon inquiétude. Je lui demande quelles sont les raisons pour le destituer et pourquoi ne pas laisser terminer son mandat. C'était le président qui l'avait proposé pour qu'il soit élu par ses pairs. Pourquoi ce changement soudain? Il m'explique que Karim Mekassoua mettait des bâtons dans la roue du président de la République, que souvent il freine les initiatives du président. Pour cette raison, le président a décidé de le destituer. Et donc, il est venu me voir pour que je parle à mes députés d'adhérer et accepter la destitution du député Karim Mekassoua. Je l'ai dit, mais ça c'est un problème. Il est musulman, ça cadre bien la géopolitique. Alors vous voulez le destituer pour mettre qui à sa place? Il me répond que ce n'est pas encore décidé. Il est parti. Le lendemain, 2 députés sont venus me voir au bureau à la Fédération. Il s'agit de Aurélien Simplice Zingas, actuel ministre d'État de l'Éducation, et honorable Misédio, de la part du président Karim Mekassoua. Ils m'ont expliqué en détail les raisons pour lesquelles le président de la République ne veut pas voir continuer à faire obstacle sur ces plans de bradage des sous-sols aux Russes de Wagner, qui étaient déjà en activité non officielle dans le pays. Voilà pourquoi ils pensent que le président Karim Mekassoua est un grand obstacle pour lui, qu'il fallait par tous les moyens le faire destituer. Quelques jours plus tard, c'est le président de l'Assemblée, très honorable Karim Mekassoua, qui m'appelle. Il me demande de venir le voir dans son bureau à l'Assemblée nationale. Il m'explique que Touadéra et certains Russes s'arrangent avec les Français pour ton arrestation si jamais tu dois aller en France pour voir ta famille et me transférer à la CPI. Je lui ai dit pour quelle raison. Il me dit, est-ce que tu sais que Touadéra est très rancunier? Il dit que je suis au courant que tu as refusé de faire son sale boulot et qu'il t'en veut à mort. Mais ici, à Bangui, il craint la réaction de la jeunesse, raison pour laquelle il est en train d'arranger avec les Français via les Russes pour que tu sois arrêté là-bas. J'ai pris la décision ce jour-là de demander à mes députés de ne pas soutenir le plan de destitution mis en place par le parti MCU et Touadéra. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges,
À l'époque, j'ai constaté l'insistance des rumeurs concernant mon arrestation. Martin Luther King m'avait donné ces informations que vous pouvez trouver dans la preuve divulguée par le procureur au CAR OTP 20 98 02 00. Message échangé le 30 novembre et 5 décembre 2018. L'ancien vice-président de l'Assemblée, M. Mapenzi, m'avait aussi informé que Yanindi était allé le voir pour l'aider à m'injecter de la fédération. Mais Mapenzi avait refusé et m'en avait informé. Mapenzi m'a informé que Yanindi, lui, avait dit à Douala, au Cameroun, je cite, « Tu refuses de m'aider, mais j'ai trouvé une autre issue pour atteindre mon objectif. » Fin de citation. C'est plus tard que j'ai compris que Yanindi avait soutiré une somme très importante pour payer les gens qu'il avait contactés et qui étaient impliqués dans mon arrestation par la CPI. Cette information est disponible auprès de FIFA. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, sous prétexte que Ngaïsona a concédé une dette auprès de son motel. Le P4197 m'alertait aussi concernant mon vice-président de la Fédération, Célestin Yanindi, et son implication dans mon arrestation. Vous pouvez aussi constater qu'un certain Didacien Kotimati, qui n'a rien dans le football, a été nommé aussitôt mon transfert à la CPI, alors que le poste de chargé de mission, le poste de conseiller à la Fédération est réservé aux gens issus de formation du sport et de football en particulier. Mais Didacien Kotimati a été nommé en qualité de qui à la Fédération? Quatrièmement, il y avait la question des Russes, Monsieur le Président.
des émissaires de membres du groupe Wagner, le président avait envoyé le vice-président de l'Assemblée, M. Mapinzi Symforin, avec 2 Russes et un interprète me voir. Il voulait que je les aide à travers le football de mener la campagne politique de dénigrement à l'encontre des Français. L'objectif était qu'ils utilisent le football pour préparer la jeunesse à accepter l'arrivée des Russes de Wagner et monter les jeunes contre l'Occident en général, en particulier la France, pour que la France quitte la République centrafricaine. J'ai refusé et je leur ai expliqué que la FIFA n'accepte pas qu'on utilise les effigies politiques dans le cadre des activités de football et que cela entraînera des sanctions. Ils m'ont expliqué que le président voulait se débarrasser de la France et faire partie de tous les Français de Centrafrique et que je dois bien réfléchir. Je leur ai dit qu'on ne pouvait mélanger la politique avec la fédération. Je protège le football centrafricain. Ils sont revenus 2e fois. La 3e fois, ces mêmes personnes m'ont appelé et demandé de les trouver dans le restaurant Le Prestige à Lakwanga, situé face à l'ancien siège des Nations Unies, qui est aujourd'hui transformé à un hôtel. Ils continuent à me mettre la pression en disant que le président est très énervé contre ta position. Qu'ils sont venus me demander de changer mon attitude parce que le président compte sur moi. Je leur ai dit, je n'ai jamais refusé de travailler pour le président, mais que le président doit comprendre. Un des 2 Russes s'énerve, je sens. Il dit, avec lui ou sans lui, on fera le travail. J'ai demandé à l'interprète de m'expliquer sa réaction. L'interprète me dit ce que je viens de vous dire. Mais la réaction du vice-président de l'Assemblée m'inquiétait. Il a dit de toutes les manières, les Français vont quitter ce pays. Il me demande de manger avec eux, j'ai refusé. Sans tarder, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le juge, j'ai appelé l'attaché de défense de l'ambassade de France à Bangui, le colonel Dépi, pour lui expliquer ce que les Russes sont en train de préparer. Et il n'a pas tenu compte des informations que je lui ai données. Il me dit qu'il était occupé avec l'arrivée de la ministre de la Défense française. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, en ce qui concerne l'accusation contre moi, depuis mon arrestation suite à un mandat d'arrêt international délivré par la CPI, je suis accusé de crimes contre l'humanité, crimes de guerre, et pour actes tels que financement des résistants anti-Balaka, achat d'armes et munitions de guerre, et la préparation, participation à des réunions au Cameroun et à Paris pour préparer le retour de François Bozizé au pouvoir. Tant d'accusations très graves sur moi, qui ne sont pas anodines pour moi, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le juge. Ces accusations tombent sur ma tête comme le ciel qui m'est tombé sur la tête, très lourd à porter. Je ne comprends pas que le procureur ait toutes les informations sur la genèse des actions de la population qui révoltait comme impuissants pour se protéger de leurs bourreaux, qui les persécutaient sans cesse. Le procureur a des informations sur ceux qui sont spécialisés dans la rébellion et qui font de ça leur fonds de commerce
pour avoir de postes de responsabilité. Le nom des Anti-Balaka découle de la pratique ancestrale qui explique qu'ils seront protégés par cette pratique des balles qui seront sorties des armes et autres armes de fer. Ce que j'ai compris de l'explication des résistants anti-Balaka à Bangui, le nom anti-Balaka veut dire simplement que la balle qui sortiront des armes ne peuvent pas les atteindre. Il y a eu une confusion avec le terme Balaka. En sango qui veut parler de machette. Alors qu'en réalité, on parle d'anti-balle AK. Vos honneurs, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, distingués membres de la Cour, sans justifier les crimes attribués aux anti-Balaka, je tiens à vous rappeler la genèse du mouvement des résistants appelés anti-Balaka. N'est pas d'autre chose que la résistance contre les Séléka, qui détruisaient tout sur leur passage. Le mouvement des résistants ne peut être considéré comme une rébellion, car la loi internationale donne droit à un peuple de se défendre. Je m'oppose énergiquement à cette illusion optique. On ne peut pas se moquer des milliers de morts massacrés par les mercenaires étrangers recrutés par Ndoto Dia. Encore une fois, cela ne justifie pas les crimes attribués aux anti-Balaka contre la population civile, à laquelle je me suis toujours fermement opposé. Certains médias disséminaient une simplification grossière en disant qu'une personne qui a une morphologie chrétienne, automatiquement, c'est un anti-Balaka. Et si la morphologie est musulmane, c'est automatiquement un Séléka. Ça, ce n'est pas une grave erreur d'appréciation. Et cela sème la confusion dans la réalité, dans le pays. Aujourd'hui, on requalifie le mouvement de résistance anti-Balaka comme une milice. Mais c'est oublier d'où viennent les anti-Balaka. Ils se sont soulevés contre les bourreaux de Séléka, en majorité de mercenaires venant de pays voisins, comme escadron tchadien sous l'autorité de son président Idriss Déby du Tchad. Et plus loin, comme du Niger, avec le groupe de Ali Daras. Pourquoi ne pas demander des explications sur ce qui s'est passé aux deux protagonistes de la crise, c'est-à-dire François Bozizé et Ndoto Dia, au lieu de cibler des gens qui n'ont rien à voir avec l'origine du chaos que connaît la République centrafricaine. Le chef de myriades de mercenaires étrangers qui viennent envahir le pays, Michel Ndoto Dia, se balade sans inquiéter. C'est très scandaleux, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le juge. Ce n'est pas la première fois qu'une population se soulève en masse contre une invasion. On a tout vu. Les images du peuple ukrainien, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le juge, qui se lèvent contre leurs agresseurs, les Russes. Je ne voulais pas beaucoup commenter sur ça, mais je mets quand même à votre appréciation, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le juge. Je n'ai pas distribué d'argent à qui que ce soit pour une histoire de guerre. Seulement de l'aide pour aider certains Centrafricains
qui me demandaient pour leur survie. Je le fais avec le cœur ouvert, sans arrière-pensée. Je pose la question au procureur de vous dire combien de sommes d'argent j'ai donné aux résistants et à qui précisément. Par quels moyens, Monsieur le Président? Je souhaite que le procureur vous donne des preuves des sous que j'ai envoyés ou comment j'ai envoyé, pourquoi j'ai envoyé. Alors que moi-même, sur le coup d'une énorme responsabilité de ma famille dispersée par la crise au pays, que je me bats pour leur survie. Et cela ne m'empêchait pas d'aider d'autres compatriotes que je souhaite aussi, qui souffraient aussi en exil comme moi. Vos honneurs, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le juge, concernant l'achat d'armes et munitions, je n'ai jamais été impliqué dans quelconque achat ou trafic d'armes ou munitions. C'est dans quel magasin que j'ai acheté une seule arme, une seule munition, Monsieur le Président? Où sont les factures des armes que j'ai achetées, Monsieur le Président? Où sont les numéros des armes et de munitions que j'ai achetées, Monsieur le Président? Est-ce qu'un seul marchand d'armes a témoigné pour dire que Ngaï Sona lui avait acheté des armes ou des munitions? La réponse est évidemment non. Quelles sont les marques? Pour combien d'argent ai-je payé? À qui j'ai envoyé ces matériels militaires? Dans quel véhicule? L'immatriculation de véhicule, la couleur de véhicule, la date d'envoi. C'est très facile de m'accuser d'une chose qui à aucun moment me traverse la tête. Je n'ai jamais été impliqué dans un trafic d'armement. Qu'on vous donne son nom et où je l'ai rencontré, dans quel pays et dans quel lien, dans quel lieu m'a-t-il livré des armes et la quantité. Et à quel leader des résistants anti-Balaka j'ai remis ce matériel, dans quelle ville, quel pays, quand, à quelle heure. Je ne suis pas militaire pour penser une seconde à ça. Je trouve cela absurde parce que moi-même, je ne connais rien en armement. Que ce soit les armes ou les munitions. C'est de même valable pour les Turaya. Depuis des années que je suis ici, je n'ai pas vu ces preuves. Vos honneurs, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le juge, concernant les FACA, je n'ai pas beaucoup de connaissances sur la motivation des FACA durant cette crise. Comme vous savez, je n'ai jamais été militaire. Je n'ai jamais été dans une position d'organiser quelconque opération militaire. Vos honneurs, on m'accuse d'une déclaration de la haine vis-à-vis de mes compatriotes les musulmans. Je n'ai jamais fait aucune déclaration de haine envers mes compatriotes musulmans. Le procureur n'a produit un seul de mes discours ou même une conversation privée où j'aurais tenu des propos haineux envers mes compatriotes les musulmans. Pour vous dire
que je n'ai pas une quelconque intention contre un Centrafricain. Nullement. Encore une pensée de faire du mal à mes frères de confession musulmane. Parce que ce n'est pas dans mon ADN. Je ne ferai jamais ça si Dieu me prête la vie. Au contraire, je m'entends très bien avec les musulmans. Je leur confie beaucoup de choses, des responsabilités dans mes affaires à des musulmans. Je vais vous donner un exemple de Abdul Wahid que je lui ai confié mon magasin de pièces détachées. Mahamat Mustafa, on l'appelle communément en Centrafrique Moustaki, que je lui ai confié mon studio d'enregistrement à Bangui, avant la crise. Aboubakar Adi, mon frère Aboubakar Adi, qui est le responsable du volet bâtiment de mon entreprise. J'ai apporté de l'aide à ceux qui étaient regroupés dans de différents sites déplacés internes, appelés Ledger à Bangui, à l'époque. Et une femme musulmane du nom Adia Asta Liliane Kolongo, qui pendant mon arrivée à Bangui, elle était fréquente chez moi. Les musulmans qui sont des témoins vivants et qui pendant la période de la crise, je leur portais assistance. Je voulais parler de l'imam de la mosquée centrale, Djidjani. Je voulais parler de Abdou Karim, le déplacé, Peul, de quartier Baya Doumbia, de kilomètre 5 dans le 3e arrondissement. Je voulais parler du président des handicapés de Peul, Haroun Ibrahim, le président de la jeunesse Peul de Centrafrique, au quartier Baya Doumbia, Ibrahim Ousmane. Si j'ai une haine contre les musulmans, je ne peux en aucun cas chercher à récupérer le gros véhicule d'un musulman, Ali Baba, qui est un grand homme d'affaires, comme un grand homme d'affaires, le protéger pendant cette crise et lui remettre. Même ça pour les musulmans, qui la population du 8e arrondissement voulait faire du mal, que Sylvestre Yagouzou a secouru pour les amener chez moi et que j'ai hébergé comme ma famille jusqu'à ce que la tension baisse dans le pays. J'avais ensuite confié cette famille au tribunal en présence du procureur Grézengue et du doyen des juges Kokoyo. L'imam Kobin Layama était là, actuel cardinal Nzapalinga Dieudonné était là, le pasteur Gréco Yamé Nicolas aussi était là. Il était présent durant la remise de la famille. La famille voulait revenir chez moi, tellement elle se sentait accueillie chez moi. Les responsables de la communauté de Peul et musulmans que j'ai cités, je leur venais en aide, non seulement pendant le ramadan, même hors du temps de ramadan, Monsieur le Président. L'autre situation est celle de la famille du PDG Style Italia, du nom Mahamat Saleh, qui avait été arrêté par des personnes mal intentionnées qui voulaient leur faire du mal. Heureusement, c'était en présence de certains résistants, dont Émotion Namsio, qui les avaient secourus pour leur sauver la vie. On les a amenés chez moi, chez mon père, là où je séjournais. Ils m'ont donné le nom de ce PDG avec son numéro de téléphone. Je l'ai appelé pour qu'il puisse venir les récupérer. Dans un premier temps, il a eu peur. Il a fallu que
je lui envoie une personne pour l'accompagner à venir les prendre. Pour vous donner ces exemples, il y a beaucoup de choses que j'ai faites pour amener la paix. Dès que j'ai accepté d'aider les résistants et les conseiller pour arriver à une paix pour notre pays, la République centrafricaine. Entre-temps, je menais beaucoup de démarches pour une réconciliation et la paix. Par exemple, lorsque je suis approché de John Abba et d'autres approches avec les Seleka, avec l'ONG Pareto, chez l'actuel conseiller du président Touadéra, M. Koba. Les communiqués que l'équipe de ma défense vous montrait le plus souvent dénotent incomparablement la volonté que j'avais pour le retour de la paix en République centrafricaine. Vos honneurs, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, retour à l'ordre constitutionnel. L'ordre constitutionnel, pour moi, qui est un homme de la rue, c'est seulement et simplement établir un état de droit avec la Constitution de la République et non d'autre chose. Nullement quelque part dans le dictionnaire, le retour à l'ordre constitutionnel n'est synonyme d'un coup d'État et loin d'une organisation militaire, ni d'un soulèvement pour la résistance d'un peuple. Et le retour à l'ordre constitutionnel qui était un projet à Paris n'a rien à voir avec le combat d'instinct de survie de la population centrafricaine. Face à l'armada de mercenaires terroristes qui ont envahi notre pays dans une cohue et dévoré les Centrafricains sans distinction, qui viennent de Tchad, du Soudan, du Niger, et pillaient tout ce qu'ils trouvaient en face, sans pitié ni remords pour la population centrafricaine. Et on veut tourner les yeux sur ce chaos pour aborder quelque chose qui n'a rien à voir avec ce chaos. Votre honneur, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, par définition, le cercle veut dire que les personnes qui sont dans le cercle sont des gens qui ont un partage en commun, des visions, des secrets, des informations, des communications ensemble. Mais comment peut-on expliquer que moi, personnellement, je n'ai pas le numéro du téléphone de celui qui est censé incarner ce cercle dans tous mes répertoires, y compris les messages mail avec lui, avec François Bozizé, même son fils, qui est un officier supérieur de l'armée centrafricaine. Je n'ai jamais été en contact avec lui par rapport à des opérations militaires. Comment expliquer le récit de cercle qu'on veut vous faire croire chaque jour ici? Bozizé est un militaire de carrière très expérimenté. Il n'avait pas besoin de quelqu'un comme moi s'il voulait vraiment eu l'intention de faire quelque chose dans ce sens. Il était resté presque 10 ans président de la République, chef suprême des armées. L'ancien aide-camp de l'empereur Bokassa. Il était inspecteur général des armées et chef d'état-major des armées centrafricaines. Il a des frères d'armes. Il a formé plusieurs militaires. Il a également beaucoup d'enfants qui sont, ainsi que ses frères généalogiques, qui sont des officiers supérieurs de l'armée et subalternes de l'armée et dans la gendarmerie. S'il voulait préparer une action militaire, il n'a pas besoin d'un pauvre civil comme moi.
Donc dire que Bozozé m'aurait donné une mission militaire, c'est se tromper largement. Et je ne connais même pas son numéro de téléphone. Que ce soit au Cameroun, ni en France, ni en Ouganda. Vous ne trouverez jamais le numéro de Bozozé sur mes téléphones, du Cameroun, de Paris, ni de Bangui. Et celui de son fils Francis non plus. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, vous pouvez demander au procureur pour quelles raisons il n'a pas appelé certains leaders clés des anti-Balaka avec qui j'ai travaillé pour la paix au pays. Des gens comme Konaté, Yvon, Lebene, Thierry, Ingrid Mangou. Le procureur s'acharne sur les résistants anti-Balaka alors que d'autres groupes sévissaient et sévissent dans le pays comme l'APRD de Jean-Jacques Demafout, géré par l'Armassoum, le RJ de commandant Sayo, le MLCJ d'Abdoulaye Miskin. C'est très important pour vous permettre de comprendre les manquements très importants dans les accusations du procureur. Je ne m'étalerai pas longtemps sur le témoignage de certains témoins du procureur, mais je tiens à faire certaines courtes remarques sur quelques témoins. Monsieur le Président, Votre Honneur, je crois que je ne peux pas aborder ce volet-là, vu que le temps de pause est si proche. Si vous pouvez m'accorder que je termine ici. Yes. Yeah, Le juge président. En effet, je propose de lever l'audience et nous interrompre jusqu'à 11h30.